Si vous avez vu ma vidéo d'hier après 16 heures, il y a de grandes chances que vous ayez vu une vidéo tronquée, puisque LCI a décidé de faire une réclamation pour droit d'auteur. Donc je suis désolé pour ceux qui l'ont vu du coup après 16 heures. J'essaierai de faire un peu plus attention à l'avenir. Ceci étant dit, aujourd'hui je vais répondre à des questions qu'on m'a posées dans les commentaires de la dernière vidéo sur Madame Binet, et on commence par celle-ci. Pensez-vous sincèrement que le système de capitalisation à l'américaine soit autre chose qu'une machine à accroître les inégalités sociales? Alors déjà, comment fonctionne le système américain? Ça marche avec trois piliers. Le premier, c'est la sécurité sociale, plus ou moins comme ce qu'on a en France, mais à une échelle réduite, qui est une partie de répartition tout à fait classique. Avec en 2023 un montant moyen qui était autour de 1900 $, et un âge de départ qui est de 66-67 ans pour avoir le taux normal, mais possibilité de partir à 62 ans avec une décote, ou 70 ans avec une surcote. C'est vraiment le filet de sécurité minimal, hein. Avec 1900 $, selon l'endroit aux États-Unis, on peut pas faire grand-chose. Le deuxième, ce sont les retraites professionnelles, avec le fonds le plus répandu étant le 401K, avec une alimentation maximum de 23 000 € par an, et des exonérations d'impôts à l'entrée. L'imposition se fait à la sortie. Et la particularité de ce 401K, c'est que l'employé et l'employeur peuvent l'alimenter. Et le troisième, c'est, on va dire, le plus évident, l'IRA, qui fonctionne quasiment de la même façon que notre PER en France, sauf qu'il y a un plafond de 7 000 $ par an, mais en contrepartie, l'investissement est plus libre sur les produits. Et pardon, j'ai pas donné d'équivalent français au 401K, c'est à peu près notre PEA. Donc vous l'avez compris, la partie à gauche, c'est la répartition, et les deux de droite, ce sont les capitalisations. Et qu'est-ce que ça vaut ce système? En commençant par les avantages. C'est un système qui promeut évidemment l'autonomie financière, parce que si tu t'occupes pas de ton argent, bah personne ne va le faire pour toi, et ça permet aussi de construire un héritage que tu vas transmettre à tes enfants. Et les désavantages, bah évidemment, c'est un système qui est assez inégalitaire, et qui en plus dépend quand même beaucoup des marchés financiers. Bon, après, quand on est les États-Unis, le marché, généralement, ça se porte plutôt pas trop mal. Et puisqu'on investit sur le long terme, ça gomme quand même une énorme partie du risque. Donc, pour revenir à la question, oui, c'est autre chose que ça l'est, inégalitaire, mais il y a quand même des avantages non négligeables. Et ce que je préférerais, personnellement, comme système de capitalisation, ça serait pas un système qui ressemble à ça, parce que moi, ce qui m'embête surtout là-dedans, c'est la dépendance au marché, puisque les deux piliers de capitalisation américains sont absolument liés à ça, ce qui empêche la diversification. Personnellement, je préconiserais plutôt un modèle qui ressemble à celui de la Suisse, avec pour la partie répartition un filet de sécurité de 1000 €, où si, à partir du moment où la personne est à la retraite, elle touche moins, l'État lui donnera la différence, et si elle touche plus, l'État lui donne 0 €. Et pour la capitalisation, bah, tu fais ce que tu veux. Si tu veux préparer ta retraite en investissant dans de l'or, de l'immobilier ou des ETF, tu te débrouilles. Parce que le gros désavantage du système américain, c'est que puisque toute ta retraite est dans la bourse, si au moment de prendre ta retraite, il y a une crise, et qu'elle dure un moment, c'est quand même un peu dommage. Alors qu'avec ce système, on peut progressivement retirer du risque de notre portefeuille d'investissement avec le temps. Ce qui fait que même quand il y a une crise, on la prend pas aussi fort. Et alors, sans faire les calculs, parce que là le montant de 1000 €, je l'ai pris vraiment complètement au pif. En Suisse, la part de répartition est environ de 40%, et capitalisation environ 60%, avec une partie qui est obligatoire. C'est à peu près la même proportion qu'aux États-Unis d'ailleurs. Et les États-Unis sont en train de se ruiner à cause de leur retraite. Donc je serais assez partisan de prendre une répartition un peu plus large, un peu plus faible en tout cas sur la répartition, pour éviter d'avoir le même problème. Deuxième question, de la même personne. Qu'est-ce que je propose pour le recrutement des seniors licenciés? Alors déjà, il y a des problèmes de chômage tout court, pas que des seniors en France, pour plusieurs raisons. La première, c'est le code du travail. Le code du travail est beaucoup trop rempli. Et depuis 2000, il a doublé de volume. Et un code du travail strict et rigide, ça fait que l'embauche est risquée, avec les prud'hommes ou des indemnités à payer pour le licenciement. Ensuite, pour les seniors spécifiquement, puisque ça fait un moment qu'ils travaillent, par définition, ils coûtent cher. Ils ont des salaires plus élevés que les gens qui ont 10-20 ans de moins. Donc salaire net plus élevé, et aussi cotisation plus charge patronale plus élevée. Il y a aussi les pré-retraites. Avec les accumulations de jours de congé, plus le chômage, on peut partir en pré-retraite des années avant la vraie retraite. Et avec certaines aides sociales, reprendre un emploi précaire ou partiel risque de faire baisser leurs revenus, donc certains n'essayent même pas. Ce qui nous mène à un taux d'emploi de 57% pour les 55-64 ans. En comparaison, l'OCDE en moyenne c'est 65. Alors qu'en Suisse, le code du travail est beaucoup plus souple, c'est beaucoup moins dur de licencier quelqu'un, et le CDI c'est quelque chose de beaucoup plus souple, donc pas que pour les seniors, c'est beaucoup plus intéressant d'embaucher quelqu'un, parce que pas de possibilité de blocage après. Il y a aussi tout simplement une vision différente, là-bas, où les seniors sont en fait intégrés dans l'entreprise comme mentors, ou en ayant une espèce de rôle de transmission. Évidemment, les charges sociales et les impôts sont plus faibles là-bas, donc ça fait moins peur de payer un peu plus cher pour recruter quelqu'un d'expérimenté. Et tout simplement parce que le système de retraite est différent là-bas. Là où on a des pré-retraites,
Là-bas, ils peuvent réduire progressivement leur temps de travail, et beaucoup d'entre eux choisissent de mener une activité partielle rémunérée pendant leur retraite. Donc, pour le chômage des seniors, on assouplit le code du travail, on réduit les charges, on passe à un système par capitalisation, et on baisse les impôts sur les sociétés. Les deux premières et la dernière, ça va faire baisser le chômage en global, et celle-ci, ça va un peu aider pour le chômage des seniors. Et la dernière question de la journée, tu peux mettre une vidéo sur l'euro numérique, tout le monde se moque de moi au taf, mais quand ils verront leur compte gelé, ils rigoleront moins. Alors Philippe, je crois bien que c'est toi qui as raison, mais on va commencer au début. Alors c'est quoi l'euro numérique? Je vais le noter comme ça pour la suite. Alors déjà, 1 euro, ça vaudrait 1 euro numérique. C'est pas quelque chose qui remplacerait complètement l'argent liquide, au départ en tout cas, mais ça fonctionnerait en fait comme une monnaie qui est dédiée au paiement numérique. Pour faire vraiment très très simple, ce serait comme une espèce de Apple Pay mais fait par la BCE. L'avantage par rapport à du Apple Pay, c'est que ce serait quelque chose qui est garanti par la BCE. Donc en gros, si l'euro numérique fait faillite, c'est que l'euro a fait faillite aussi, en principe. Et ça permet aussi de lutter contre le blanchiment d'argent. C'était la fameuse proposition de Darmanin de supprimer le cash pour lutter contre le narcotrafic. Et les désavantages, là, il y en a un peu plus. Alors en premier, c'est pas un vrai désavantage, mais le fait que le seul pays qui ait fait ça pour l'instant, c'est la Chine, ça peut laisser présager de ce que ça peut donner. Mais pour les vrais désavantages, c'est assez clairement une atteinte à la vie privée, puisque même si la BCE promet une espèce d'anonymat, en réalité les paiements peuvent complètement être tracés, et il y a un risque non négligeable de surveillance financière. Ça crée encore plus de centralisation, je crois qu'il n'y en a pas vraiment besoin avec l'Union Européenne. Et pour le dernier, on revient à ce que disait Philippe, quand ils verront leur compte gelé, ils rigoleront moins. En effet, ça donne énormément de contrôle à la BCE, et il suffit de regarder le nombre de réglementations qu'on se bouffe de leur part pour se dire qu'il y en aura aussi sur comment on dépense notre argent, comme si la loi Sapin 2 suffisait pas en France, mais ça affaiblit encore plus le droit de propriété privée. Et en pratique, comment ça marcherait? En fait, vous auriez dans votre compte en banque la possibilité d'échanger des euros contre des euros numériques. Donc vous auriez vos euros normaux chez la BNP et vos euros numériques à la BCE. Et avec une application du style EUPay, vous pourriez dépenser vos euros numériques comme vous le faites avec un Apple Pay ou quoi. Donc si la BCE décide qu'à un moment, on n'a plus le droit d'acheter du samplon 95, bah ça sera bloqué. Et si elle se rend compte qu'on veut rapatrier nos euros numériques en euros normaux pour payer du samplon 95, elle peut dire non, pas envie. Donc vos euros numériques seraient au moins partiellement gelés. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Si ce format vous plaît, bah déjà n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais peut-être essayer de faire une espèce de peut-être d'hebdomadaire ou de bimensuel où je réponds à vos questions, donc n'hésitez pas à en poser, et j'espère que mes réponses sont satisfaisantes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.